stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour débriefer ce match contre le FC Barcelone, demi-finale de Ligue des Champions à Montjuïc, opposant le FC Barcelone et l'Inter. Et on va y revenir du coup dans ce match avec Nico qui était déjà présent pour le match aller contre le Bayern Munich. Comment ça va, Nico? Ça va et toi? Eh bien, écoute, nickel. Déjà un petit peu réaction d'après-match. Comment tu as vécu ce match en tant que supporter interiste? Il y a eu des hauts, il y a eu des très bas, il y a eu aussi encore juste après des très hauts. Trop stressant. J'ai eu des crampes à la fin du match comme si c'était moi qui avais joué. Ah, je pense que on s'en rappellera aussi de ce match-là dans plusieurs années. Encore un match assez Pazza Inter, même Pazza tout court, hein, de côté aussi FC Barcelone. Ça a été assez fou et on en parlait déjà comme juste après le match comme un des meilleurs matchs de la Ligue des Champions sur les dernières années, peut-être même du 21e siècle tout court, une des meilleures demi-finales. Donc de toute façon, on aura le temps d'en reparler dans les prochaines années. Donc nous concentrons-nous sur le match parce qu'on va aborder tout de suite le débrief. Juste avant, pour les abonnés, n'oubliez pas de bien vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify, pardon, de commenter, d'avoir vos avis aussi sur le match. Et nous, du coup, on va commencer le débrief avec la classique composition d'équipe que je vais vous partager juste ici. Équipe vaste type, on va dire, côté Inter, puisque Yann Sommer était dans la cage, Bastoni, Acerbi, Bissek à la place de Pavard qui s'est blessé contre la Roma. Retour de Denzel Dumfries sur le côté droit en tant que titulaire avec Di Marco côté gauche, milieu de terrain Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Et Lautaro Martinez fait la paire d'attaque avec Marcus Thuram qui est enfin revenu aussi de son côté. Et il a apporté beaucoup de choses, le Français, puisqu'il est auteur du premier but au bout de 30 secondes de jeu avec cette magnifique, alors du coup, pas Madjer, mais une talonnade. Passe décisive de Denzel Dumfries qui lui-même, juste après, mettra sur une passe décisive d'Acerbi sur un corner un très beau ciseau retourné dans le but de Chesney. Juste après, le Barça du coup égalise avec le 2-1 et le 2-2, le 2-1 de Lamine Yamal qui parle pour lui-même et le 2-2 aussi de Ferran Torres avec ce très beau jeu à trois entre Pedri, Rafinha et Ferran Torres. L'Inter reprend l'avantage toujours avec Denzel Dumfries qui pompe un Chesney pas très sûr de sa sortie aérienne, on dira, avec un nouveau but pour égaliser de Rafinha qui explose la barre, donc au but de Yann Sommer contre son camp, mais Rafinha qui explose la barre de Yann Sommer, qui la rentre dans son propre but. Et malheureusement, ça s'arrêtera là puisque le but de Mkhitaryan a été refusé pour un hors-jeu. Nico, du coup, un débrief déjà un petit peu général, ressenti d'après-match, de ce match qui a presque pas connu de temps mort de la 30e seconde à la 93e minute. Pour moi, c'est vraiment le match est vraiment divisé en deux parties. La première mi-temps où on marque à chaque fois sur nos micro-temps forts. Et après, on défend beaucoup sur la première mi-temps où le Barça vont pousser très très fort pendant toute la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, le rythme a légèrement baissé et ça s'est équilibré. On a pris un peu plus le jeu en main et le Barça a laissé un peu plus d'espace. Et toujours aussi sur ce débrief du match avec ce ressenti, euh, qu'est-ce que tu as pensé aussi du fait des deux buts marqués coup sur coup, vraiment dans un temps très rapproché, très limité? Après, on parlera évidemment des deux buts encaissés aussi coup sur coup de la part de l'Inter, mais déjà, ces deux premiers buts, ta réaction à 2-0, comment on sent? On ne s'attendait pas, même si on espérait avoir un scénario similaire que celui du PSG contre Arsenal avec le but de Dembélé à la 4e minute. Le but est encore plus tôt dès la 30e seconde. Le but de Dumfries arrive aussi dans la foulée quelques minutes après. Au 2-0, déjà, tu te dis quoi? C'est quoi le ressenti? Moi, au 2-0, j'ai l'impression qu'on a une petite sécurité en sachant que le Barça allait continuer à pousser. Mais
je me suis dit, on a une belle avance et je me sentais un peu plus confiant. Sauf que Yamal marque assez rapidement derrière, donc là, ça s'est vite calmé, le stress est revenu, mais j'étais un peu plus serein à 2-0, mais c'est naturel quand tu as 2 buts d'avance. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a ce côté serein qui, mine de rien, on en a pas parlé parce que du coup, il y a eu une petite coupure. On en avait parlé un petit peu pendant Radio Libre, mais il n'y avait pas ce match contre la Roma qu'on avait pu aborder. Mais l'Inter sortait du coup de 3 défaites consécutives qui, moralement, avaient fait du mal. Tu perdais contre le rival en demi-finale de Coupe d'Italie. Donc, j'ai envie de dire, autant d'énergie gaspillée pour rien à la fin parce que tu es sorti en demi-finale. Cette défaite aussi contre la Roma qui te fait passer derrière le Napoli qui a gagné contre le Torino. Donc, tu n'as plus ton destin en main pour ce match pour cette course au titre, pardon. Le match aussi contre Bologne, qui je pense a fait aussi pas mal de mal au moral. Donc, tu as eu l'aspect psychologique, mental et l'aspect physique qui a été grandement touché. Et pour l'aspect physique, qui continue de l'être, hein, on l'a vu là, même si la deuxième mi-temps d'Inter est très forte, on sent quand même que physiquement, et le Barça n'est pas en reste de son côté, parce qu'on a senti que les individualités fortes de type Pedri, De Jong, Yamal se sont effacées, on va dire, plus les minutes avançaient, logiquement, physiquement, parce que eux aussi, ils sont en course sur tous les tableaux. Euh, est-ce que tu t'attendais à cette, alors peut-être pas, on s'attendait peut-être pas à avoir 2-0 ou 20 minutes, mais voilà ce type d'entame de match. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de scénario déjà, Nico? Non, non, j'imaginais un match un peu plus fermé. Je m'attendais à ce qu'on n'ait pas la possession. C'était prévisible que le Barça allait pousser et beaucoup s'appuyer sur ses ailiers. Mais je ne pensais pas qu'on allait être aussi efficace sur nos attaques parce que on connaît l'équipe. Il y a certains matchs, on a une tonne d'occasions, on n'en met pas du tout. Et là, j'ai l'impression que ça a été comme contre le Bayern où le peu d'occasions que l'on avait, on les a tués. Notamment d'ailleurs sur les coups de pied arrêtés. Je pense qu'on est quand même obligé de s'arrêter dessus avec les coups de pied arrêtés contre le Bayern Munich. Euh, on a connu ça aussi durant la phase de Ligue des Champions. C'est la stat que j'avais vu passer. Alors je crois que normalement c'est en Ligue des Champions. Alors il faudrait voir si c'est Ligue des Champions ou au championnat confondu, mais je crois que la stat s'est arrêtée seulement en Ligue des Champions. L'Inter est l'équipe la plus prolifique sur coups de pied arrêtés sur cette phase de Ligue des Champions 2024-2025 devant Arsenal. Et voilà, je pense qu'on connaît tous, Nico, pas la légende, mais le savoir-faire des Gunners sur coup de pied arrêté. Bah, l'Inter a marqué plus de buts sur coup de pied arrêté que les Gunners. Ça aussi, ça a encore été une force où 2 buts aujourd'hui viennent encore sur coup de pied arrêté après les 2 buts qui ont été marqués contre le Bayern de cette manière. Oui, oui, et c'est ultra important d'être capable de maîtriser ça parce qu'on a remarqué qu'on n'a pas les mêmes approches de match en Champions League et en championnat. En championnat, 9 fois sur 10, on a la possession, on a la domination, donc on a beaucoup plus d'occasions. En Champions League, on l'a vu contre City, Arsenal, le Bayern, le Barça hier, on a très peu d'occasions et on arrive à concrétiser nos phases arrêtées, et heureusement, parce qu'en ayant très peu d'occasions, il faut savoir tout exploiter. Et là, on y arrive, et dans le foot moderne, c'est encore plus important, vu que tout se joue sur des détails. Donc, c'est quelque chose d'hyper important, et je suis content qu'on arrive à maîtriser ça. Parce que je me souviens, la saison 2022-2023, si je me trompe pas, parce que du coup, je crois que c'était les dernières saisons de Skriniar, c'est pour ça que ça me disait quelque chose aussi sur ça. On était l'équipe la plus prolifique de Serie A sur les coups de pied arrêtés, où vraiment on avait une grosse marge sur ce domaine-là. Et puis la saison qui a suivi, 2023-2024, ça a été plus compliqué, il y a eu moins de buts sur ça. Et là, cette saison, donc la saison du titre, où il y a eu moins de coups de pied arrêtés, en sachant qu'il y en avait quand même une bonne moyenne, hein. C'est pas on n'avait marqué aucun but sur coup de pied arrêté, mais il y en avait moins que par rapport à la saison précédente. Et là, cette saison aussi, il y a un peu voilà, cet atout quand même qui est très intéressant et qui est très utile parce que j'avais vu quand j'avais regardé une vidéo qui était passée sur les coups de pied arrêtés selon des statisticiens, on avait calculé, alors je sais plus sur quelle équipe ils avaient calculé sur une précédente saison,
si tu enlevais les coups de pied de cette équipe justement dans leur saison en championnat, tu as enlevé 8 buts marqués pour cette équipe, en sachant que 8 buts, quand tu prends tous les moments de la saison, entre le 1-0 que tu peux gratter contre une grosse équipe, qui peut te faire passer devant au classement, voilà, tous ces petits buts sur coup de pied arrêté qui peuvent te permettre de qualifier un tour prochain ou alors de gagner le match important pour ta saison en championnat. Clairement, c'est un atout qu'on a aussi dans notre manche cette saison, Nico, et, euh, et qui est non négligeable. Oui, oui, c'est ultra important. Et si tu arrives à maîtriser les coups de pied arrêtés et qu'en plus tu arrives à être clinique sur les peu d'occasions que tu as, ben, ça ne pardonne pas. Et on l'a vu hier, on l'a vu contre le Bayern. Enfin, hier et contre le Bayern, c'est pas exactement le même match, mais j'ai l'impression que c'est la même manière de concrétiser nos actions. C'est des contres éclairs et des phases arrêtées ultra bien gérées. Et on l'a vu en Champions League et dans les matchs couperés, ça paye. Et ben, hier, on va quand même mettre 3 buts à l'extérieur contre Barcelone. Donc, on voit bien que ce genre d'action, enfin d'occasions, sont hyper importantes. Et du coup, ben, la maîtrise des coups de pied arrêtés, c'est ultra important. Et ben, on le voit avec Arsenal, où ils arrivent aussi à bien s'en sortir dans ces domaines-là. Et ben, leur positionnement en championnat en Angleterre et leur situation en Champions League, c'est pas anodin. Ouais, clairement, Arsenal, même si d'ailleurs il y a eu un petit recul, je trouve, sur les dernières semaines côté Arsenal, sur par la blessure de Gabriel qui a occasionné ça, mais c'est vrai que l'Inter cette saison c'est très, très solide sur les coups de pied arrêtés. Le débrief du match que je voulais aborder sur cette première mi-temps, de toute façon on va évoquer évidemment après la seconde, mais sur cette première mi-temps, Nico, euh, est-ce que est-ce que pour toi c'est la pire entre guillemets première mi-temps qu'on a réalisée en Champions League cette saison, où vraiment il y a eu vraiment un flot d'occasions pour le Barça, bon, entre guillemets, avec en tête de liste Di Marco qui a été en grande difficulté face à Lamine Yamal qui déjà, je pense en termes de latéraux, on a mis aussi pas mal en difficulté tout au long de la saison et continuera d'en mettre en difficulté sur les prochaines années. Euh, et qui s'était vraiment ciblé sur le côté droit parce que moi en première mi-temps, même en deuxième, mais en première mi-temps, j'ai vraiment pas d'occasion qui viennent du côté gauche, le côté Gérard Martin, Rafinha, quelques occasions qui viennent de l'axe avec Frenkie de Jong et Pedri qui s'amènent par là. Alors le but de Ferran Torres vient entre guillemets d'abord d'un danger mis dans l'axe. Est-ce que voilà, pour toi, cette première mi-temps, Nico, c'est la moins bonne, en tout cas défensivement, qu'Inter a réalisé cette saison en Champions League? En fait, c'est pas pour moi la moins bonne parce qu'il y a quand même eu de très belles choses. On marque quand même 2 buts, on en encaisse 2. Pour moi, c'est celle où on a su le moins maîtriser une individualité. C'est rare quand on est dans des matchs où un seul joueur arrive à nous mettre la misère. Bon, là, c'est Yamal, c'est un ovni, mais comment c'est la fois où on s'est fait avoir, je ne sais pas combien de fois dans cette mi-temps, et par les mêmes genres d'actions. Et même s'il est imprévisible, j'ai l'impression qu'il avait basé son jeu sur comment 3 styles d'action, soit les centres un peu extérieurs du pied à 20 mètres, soit il rentre dans l'axe, ou alors il va provoquer en un contre Di Marco et il rentre dans le rectangle. Et par rapport au début de sa course, ben, j'ai l'impression qu'on a été à chaque fois trop bête. On pouvait faire plein de fautes intelligentes. Je vais prendre l'exemple, même si ce n'est pas son rôle, mais c'est le premier défenseur de l'équipe, c'est Thuram, en étant attaquant, c'est le premier défenseur de l'équipe. Et sur le but de Yamal, il va un peu au pressing sur lui, mais il ne va pas vraiment le tamponner, lui mettre la pression. Et après, Yamal, il arrive à se mettre face au jeu. Il fait Ok, encore... ouais, en plus avec Mkhitaryan qui ressort pas assez dans l'axe et qui, en fait, c'est pour ça que on est obligé entre guillemets de mettre la faute sur Mkhitaryan parce qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions et c'est l'ultra exigence. Mais en fait, 99% des autres joueurs, en fait, ils vont pas dans ce gouffre parce qu'en fait, il y a rien.
après Mkhitaryan, tu as 3 défenseurs devant toi et tu es bloqué. Là, il t'invente quelque chose parce que c'est Yamal et que c'est un phénomène. Mais en fait, sur 100 joueurs, il n'y en avait qu'un seul qui allait tenter ça, c'était Lamine Yamal, et du coup, tu l'as en face et tu as pris le but. Mais c'est pour ça que je le reproche à Mkhitaryan, sans entre guillemets, parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions et que c'est un but qui arrive très tôt après le deuxième but. Mais en même temps, vraiment, il n'y avait qu'un seul joueur pour moi dans le monde qui pouvait mettre ce but à ce moment-là, c'était Ouais, vraiment Yamal, où fallait avoir un grain dans sa tête pour aller te buter contre 3 défenseurs devant toi. oui, et sur cette action-là, ben, tu as 3 joueurs fautifs. Tu as donc en premier Thuram qui fait un pressing pour dire de le faire, mais voilà quoi. Tu as Mkhitaryan qui ne vient pas le resserrer dans l'axe, et Di Marco qui est beaucoup trop large et qui ne vient même pas faire écran, tu vois, dans l'action. Donc, on l'a vu, tout ce côté-là, dans la première mi-temps. Donc, Thuram, je le prends en compte que pour cette action-là, parce que c'est l'action du but, et du coup, il est sur la photo. Mais en dehors de ça, c'est pas son rôle. Di Marco, toute la mi-temps, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin de Yamal. Même si tu sais que tu vas te faire tuer, tu dois le coller. Il doit sentir une présence tout le long du match. On sait que Di Marco, c'est pas son point fort, l'aspect défensif. On sait que c'est plus un gars qui est intelligent dans son placement. Là, on sait bien que Non, aussi il a que joué avec la peur. Hein. clairement, et je pense qu'il était trop court physiquement aussi, il n'est pas à 100%. Déjà de base, quand il est à 100%, c'est pas un gars qui tient un match complet parce qu'il a quand même des grosses lacunes physiques. Mais alors là, il joue un match de Champions League contre le meilleur ailier droit et pour moi futur Ballon d'Or, et encore je dis une banalité là parce que c'est un ovni. Mais il est beaucoup trop court pour ce match, Di Marco. Donc pour moi, c'était peut-être une erreur de l'avoir titularisé, surtout que Augusto sortait de très bons matchs. Mais entre autres, Di Marco, limite, il doit le dire s'il ne se sent pas, quitte à sortir après 30 minutes, ça se fait jamais, mais voilà quoi, il est pas dedans. Et comment Et depuis son retour de blessure, on le voit qu'il fait beaucoup d'erreurs de placement ou d'intervention. Et là, clairement, comme tu viens de dire, il joue de la peur au ventre. Il n'est pas prêt physiquement. Et ça a été un gros problème. Et déjà, Yamal contre un très bon arrière latéral, il fait un carnage. Là, tu le mets contre un gars qui n'est pas à 100%. C'est tout, il s'est baladé. Ah ouais, mais clairement, Di Marco, il a joué avec la peur. En fait, c'est pour ça qu'il était. Et après, ça, c'est un problème aussi récurrent à l'Inter, mais en Serie A, pas en Champions League. C'est qu'ils aiment bien avoir des distances de marquage de quelques centaines de mètres, ou aller sur le joueur, le but contre le but de la Roma. Les distances de marquage, d'ailleurs, Di Marco qui est encore impliqué sur l'action d'ailleurs, mais les distances de marquage sont pas bonnes. Que ce soit sur Soulé, que ce soit sur. J'ai oublié le réceptionnaire après de la passe de Pellegrini Et, juste après. et le goal en Oh, Champions le goal, le but contre qui? Le but de Kane en Champions League, même Ah chose. Di oui, Marco, il n'est pas encore Orsolini. aussi, Orsolini ouais. contre Bologne, pareil. Et en plus, fin de match, alors moi je veux bien l'histoire de la touche et tout. Ça aide un peu à dormir la nuit sur le moment. Mais la vérité, c'est que le centre, déjà, c'est pas normal qu'il soit seul. Et tu peux pas faire une reprise de. Bon, tu me diras, Dumfries, il a fait la même, mais tu peux pas faire une reprise acrobatique 82e minute d'un match où tu étais bloc bas déjà depuis 10-15 minutes. Donc là aussi, il y a des gros problèmes de marquage dans cette équipe quand on est en Serie A d'ailleurs surtout. Et généralement, ils n'aiment pas tellement sortir sur le porteur de balle. Et du coup, vu qu'on a quand même globalement aussi évoqué la deuxième mi-temps qui était le temps fort du Barça, où mine de rien, l'Inter a juste. Est-ce que pour toi, c'est le match vraiment la première mi-temps où on a le plus souffert dans la Ligue des Champions? Sachant contre Arsenal, ça a été même compliqué à des moments, mais c'est un peu assisté. Contre le Bayern, c'était quand même vachement chaud à des moments, mais encore ça a tenu. Là, le Barça, à un moment donné, au 2-2, moi franchement, je commençais vraiment à flipper de me dire, ah ouais, là c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Donc, je sais pas si les joueurs, alors en tout cas, ils n'ont pas transmis de la peur, c'est déjà bien. Il y a eu, même s'il y a eu des dégagements en panique, tout ça, il n'y a pas eu, entre guillemets, de peur collective qui s'est installée. Mais franchement, en tant que supporter de l'Inter, toi, est-ce qu'il y a eu quand même un moment donné, tu te dis, voilà, quand même, on prend vraiment un gros, gros rouleau compresseur qu'on n'a jamais pris cette saison. Ça va être vraiment compliqué d'aller jusqu'à la mi-temps. Oui, en fait, c'est la première fois où j'ai l'impression qu'on est autant ennuyé par un collectif
ultra bien organisée, défense très très haute, qui joue le piège du hors-jeu à la perfection. Gros pressing dans le milieu de terrain, gros pressing à la perte de balle. Et en plus de ça, tu as une individualité qui est un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau, qui te met la misère. Donc, même quand ton collectif, on va dire, baisse un petit peu de régime, derrière, tu as ton extraterrestre qui vient faire la différence. Et pour moi, je pense que quand tu es un joueur sur le terrain, tu as un coéquipier où tu vois, il met la misère à un gars tout le long du match, ça te motive à aller avec lui, te dire punaise, allez, il y a moyen. Et j'ai l'impression qu'on leur a mis 2 buts, mais psychologiquement, ça les a pas touchés, ça les a nourris, tu vois. Donc oui, c'est pour moi la fois où cette mi-temps-là, parce que pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, le match est vraiment divisé en 2 parties, mais cette mi-temps-là, c'est celle où à un moment donné, je regarde la minute, c'était quoi, la 30e, la 35e, et je me suis dit, mais ça se termine quand? J'en pouvais plus, ça partait dans tous les sens, et tu le voyais, c'était clairement un rouleau compresseur. Ça m'a fait penser un peu au match, le match aller de PSG-Liverpool, où le PSG, pour moi, ça avait été un rouleau compresseur contre Liverpool. Mais là, j'ai eu ce ressenti-là, sauf que tu avais Yamal en plus, qui était incroyable. Oui. Il y avait, il y avait aussi, mine de rien, on va laisser un petit peu les stats de Yamal pour se rendre compte que le mec a quand même touché 102 ballons. De toute façon, on en reparlera quand on reparlera un petit peu de la partie Barça avant, juste après ce débrief. Faut quand même qu'on évoque aussi la deuxième mi-temps parce qu'elle a été vraiment, vraiment positive aussi sur le coup. Surprenant d'ailleurs, Nico, parce que les deuxièmes mi-temps côté Inter sur 2025, c'est pas la spécialité de la maison, on va dire. On va dire que la deuxième mi-temps, Parme, Cagliari, bon, Bologne, Roma, Milan, j'en parle même pas. C'était pas la spécialité maison des deuxièmes mi-temps côté Inter. Et là, vraiment, une deuxième mi-temps côté Inter vraiment intéressante. Après, là, vraiment, on n'y peut rien. Donc, c'est pas entre guillemets pour faire le pisse-front, mais l'accélération, enfin, l'occasion de Thuram avec Koubarsi qui refait le tacle de dernière minute. En fait, il fallait que si c'était le Thuram de la 30e minute, pour moi, il passait devant Koubarsi, enfin, il le Ouais. dépasse en vitesse et il y avait frappe de Thuram, potentiellement but d'ailleurs, parce que si Koubarsi n'était pas là, vu comment le ballon partait, et Chesney avait l'air un peu euh, surpris, mais je pense pas qu'il était sur la trajectoire si le ballon continuait cette course. Mais voilà, il nous a en fait manqué un peu voilà, l'aspect physique, il nous a manqué un peu le second souffle de dernière minute, tu vois, la petite poussée supplémentaire de Thuram qui pouvait permettre à Koubarsi d'y aller. Les quelques hors-jeu, bon, le hors-jeu de Mkhitaryan, je le mets à part parce que, entre guillemets, il est presque aligné, voilà, ça joue à quelques centimètres. Mais même les hors-jeux qui se sont joués à un petit peu plus que quelques centimètres, voilà, tu sens que les joueurs, ils veulent partir plus tôt parce que physiquement, tu sais que, bon, déjà, on sait qu'on n'a pas Vinicius chez nous, on n'a pas Mbappé, on n'a pas des mecs qui tapent des sprints de 50 km/h, donc tu es obligé toujours de partir un peu en avance, entre guillemets, pour être sûr d'avoir le ballon, parce que c'était souvent d'ailleurs des longs ballons, vraiment entre le joueur et Chesney. Donc, deux fois, Chesney a pu sortir au bon moment, donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment bien doser le timing. Et souvent, les joueurs partaient un peu avant parce qu'ils savaient que c'était déjà la fin de match, et que je dois avoir, entre guillemets, une avance supplémentaire pour jouer dans la profondeur. Mais techniquement aussi, la deuxième mi-temps, on va se répéter par rapport à ce qu'on a dit contre le Bayern, Nico, mais la deuxième mi-temps, c'est vraiment vachement propre techniquement, à l'image de ce que Barella, l'image a tourné sur Ezio, ce qu'il fait sur l'occasion de Yamal qui tombe sur le poteau. Euh, Sortie de balle toute tranquille à la fin de match où il nous fait des petites feintes de frappe dans la surface, dans sa propre surface. T'as cette occasion de rater Di Marco, t'as Dumfries. Je sais pas s'il voulait jouer pro collectif ou pas, mais qui peut frapper quand il est vraiment face à Chesney et il la décale du coup sur le côté. Alors je sais pas, est-ce que bon, peut-être qu'il se pensait pas en assez bonne position pour frapper, mais Je qui pense aurait qu'il pu y a aussi être une vraie occasion nette. hors-jeu, cette action-là, je pense. Je pense qu'après, c'est Non, en sifflé. fait, je crois que c'est Dumfries qui la donne à je sais plus qui. Il part en profondeur, mais bon, il y avait déjà pas mal de mecs du Barça déjà devant. Et après, il rentre côté droit enfin, côté gauche un peu de Chesney, angle. Et là, il y a un moment donné où il peut frapper, tu vois, une sorte un peu de plat du pied très fort côté opposé cache de Chesney. Alors,
c'était chaud parce qu'il y avait pas mal de Barcelonais qui auraient pu bloquer la frappe, Chesney pouvait être dessus, mais il y avait un angle en tout cas qui était Ouais, ouais. possible. Après, il a décidé de remettre sur le côté pour essayer de dégager un angle, je sais plus si c'est Taremi qui la reprend ou un autre. Euh, mais voilà, il y a des situations, il y a quand même des grosses occasions aussi. Le but refusé dont on a parlé. Euh, c'est vraiment une deuxième mi-temps convaincante et je pense avec peut-être avec la deuxième mi-temps aussi contre le Bayern, on est peut-être sur la meilleure deuxième mi-temps que de 2025 aussi, Nico. Et vu les autres mi-temps qui se sont passés, surtout en championnat, c'est peut-être pas si difficile à trouver, on va dire. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, la deuxième mi-temps, c'est un ensemble de choses, je pense. Je pense que le Barça a déjà baissé de rythme parce qu'en première mi-temps, ils ont quand même mis une énorme intensité. Et je pense pas que ça aurait été humain de pouvoir mettre la même intensité en deuxième mi-temps. Je pense aussi qu'ils ont peut-être aussi ressenti la fatigue de leur finale de Coupe du Roi contre le Real. Ils ont quand même été jusqu'aux prolongations. C'était un match très fatigant. Euh, et nous, comment on a su enfin poser notre jeu, profiter de leurs petites erreurs, parce que en deuxième mi-temps, ils étaient moins à l'aise dans l'alignement pour le piège du hors-jeu. Et nous, deux, trois situations, on voit que les joueurs remarquent que le Barça s'est aligné pour piéger. Et j'ai l'impression que les joueurs prenaient conscience et ralentissaient dans les actions pour attendre le dédoublement et s'appuyer là-dessus pour attaquer. Parce que cette saison, moi, chaque fois que j'ai regardé le Barça, j'ai été impressionné par leur façon de s'aligner derrière. Et donc, c'est une arme défensive incroyable. Et l'Inter, en deuxième mi-temps, était beaucoup plus malin. Comparé à la première mi-temps, où on a vu, parce que Barella, il y a un Barella de la première mi-temps et un Barella de la deuxième mi-temps. En première mi-temps, il a fait des choix où je me suis dit, c'est pas lui. Il y a une action qui m'a marqué venant de Barella. Il tente une transversale alors qu'il n'y a personne, où ça ressemblait limite à un dégagement pour pouvoir souffler. Alors que justement, on soulignait ça dans les derniers matchs. On arrive à jouer sous pression et c'est un de nos points forts. Et en première mi-temps, on n'arrivait pas à jouer sous pression. Des mauvais choix de Bastoni, de Barella, de Di Marco. Mais Di Marco, c'est un match catastrophique pour lui. Et en deuxième mi-temps, là, on a réussi à poser notre jeu, profiter de leur baisse de rythme. Et nous, tenter notre schéma de jeu habituel avec les dédoublements sur les côtés, les ailiers, enfin les milieux de terrain qui rentrent plus dans l'axe, qui viennent de la deuxième ligne. Donc, on a su mieux aussi ressortir de derrière, alors que Inzaghi en parlait avant le match, je le disais, ça allait être un point très important de savoir ressortir proprement de la défense. En première mi-temps, on n'a pas su le faire, on a su le faire en deuxième mi-temps. Donc, c'est vraiment, je me répète un peu, mais deux mi-temps, on a l'impression que c'est deux équipes totalement différentes en première et en deuxième. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça aussi que l'UEFA a donné l'homme du match à Dumfries plutôt qu'à Yamal. C'est que Yamal fait très bon 61 minutes, mais ensuite, logiquement, entre ses matchs précédents et tout ça, il s'éteint physiquement, progressivement, même si tu me diras, il y a quand même l'occasion de Sommer, enfin l'occasion sur la barre de Sommer à la toute fin. Et Dumfries, vraiment, c'est du début jusqu'à sa sortie où le Ouais. gars est constant de la première dernière minute, parce que les autres joueurs n'ont pas été, si on enlève Sommer et Thuram, on va dire, mine de rien, tout le monde a eu un peu ses hauts. C'est pas quoi. Allez, je rajoute aussi un peu Bissek dans la liste, parce que mine de rien, Bissek, on pouvait avoir quelques doutes, parce que c'est vrai que dans cette configuration, par exemple, c'était un peu le joueur idoine qui expérimentait, qui généralement se fait pas aussi avoir sur des feintes comme ça, mais Bissek nous a ressorti encore un gros match en Ligue des Champions qui correspond un peu à la mentalité. Je sais que c'est un peu le joueur qui correspond beaucoup à cette mentalité de l'Inter cette saison, où en Ligue des Champions, c'est très très solide et il y a peu de reproches à faire. Et en championnat, il y a un marquage un peu lointain, un dégagement un peu moyen. Donc bon, c'est un peu à l'image de cette équipe de l'Inter. Et Barella, Lautaro, j'ai envie de dire Lautaro, Bastoni, Barella plutôt. Tu sens qu'en première mi-temps, c'était plus compliqué, même si Bastoni, je trouve qu'il a quand même moins pris le bouillon. Bon, après, c'était pas lui l'adversaire direct de Yamal, mais il a quand même moins pris le bouillon aussi
Di Marco. Euh, et en deuxième mi-temps, on a senti que là, ça s'est réinversé et qu'ils ont repris aussi le lead sur ça. Et d'ailleurs, avant de passer à la partie Barça, parce que je pense qu'on va évoquer pas mal les individualités du côté de l'Inter, le... Alors, Carlos Augusto qui rentre vite, mais de toute façon, ça c'était un changement qu'on savait qu'il fallait faire absolument. Hein, et il y a plein de facteurs. Et d'ailleurs, pour moi, il y a trois facteurs qui font que aussi le Barça a moins d'occasions via Lamine Yamal. Il y a ça, du coup, il y a la fatigue du joueur, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a l'entrée de Carlos Augusto. Et mine de rien, quand Gérard Martin sort et que Nico Martinez passe à gauche, Barcy est décalé axe gauche pour faire rentrer du coup Araujo à ce poste à droite. Et ce qui fait que du coup, il y avait pas mal de passes directes entre Barcy qui trouvait immédiatement Lamine Yamal dans des positions très avancées avec des passes dans des zones très dangereuses. Et en deuxième mi-temps, vu que Barcy est à gauche et est beaucoup plus loin de Lamine Yamal, il peut pas faire les mêmes passes directes depuis son côté gauche. Donc, ce qui fait que la relation entre les deux a été cassée. La relation Pedri-Yamal a bien marché à un moment donné, mais pareil, elle s'est essoufflée au fur et à mesure du match. Donc en fait, mine de rien, plus les minutes avançaient, en plus de la fatigue de Yamal, il y avait aussi un peu cet isolement où les joueurs qui le ravitaillaient en ballon dans les très bonnes zones, ben, soit l'ont moins ravitaillé, soit eux-mêmes ont été déplacés de position. Donc ça a été très intéressant aussi, en plus de la rentrée de Carlos Augusto, parce que je pense que cette entrée aussi a un impact, parce que Carlos Augusto, on est sur un joueur bien plus solide défensivement et bien plus fort physiquement d'ailleurs. On a vu aussi, parce que Di Marco, il s'est quand même fait bouger sur pas mal de duels physiques, épaule à épaule, Yamal. Donc, et du coup, donc, on a parlé de ça aussi du côté de l'Inter en demi-temps. Et sur le changement Fratesi, Çalhanoğlu, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, au moment où déjà au moment où Fratesi rentre, parce que bon, on a vu son entrée contre la Roma qui était vraiment calamiteuse. Quand il fait sortir Çalhanoğlu, toi, qu'est-ce que tu te dis sur l'intention de fin de match? On sait qu'il veut mettre un chien foufou pour courir un peu partout et aller récupérer des ballons. C'est quoi un peu ton sentiment juste après l'entrée de Fratesi, Nico, et surtout à la place de Çalhanoğlu, pas Barella et encore moins Mkhitaryan qui était la pièce maîtresse du milieu de terrain hier soir. Je pense que Inzaghi s'est dit. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas fait de changement défensif. Parce que pour moi, ça, c'est un changement offensif où on sait que quand Çalhanoğlu sort, mais que Barella est encore sur le terrain, Barella vient se placer plus devant la défense et c'est lui qui gère les relances. Et je pense il se dit que Fratesi va apporter avec ses courses parce qu'on sait que si c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais s'il y a bien une qualité qu'il a, c'est sa capacité à bien se placer dans les actions offensives. En termes de mouvement, il vient toujours super bien dans la seconde ligne et aussi l'impact physique. Hier, visiblement, il était décidé à jouer parce que les derniers matchs, quand il rentrait, même en termes d'impact physique, il n'apportait pas grand-chose, il courait beaucoup dans le vide. Et encore au dernier match contre la Roma, où c'est une cata. Donc non, hier, il est très bien rentré. Et je pense que ouais, l'idée d'Inzaghi, c'est de faire rentrer un gars qui va rajouter un peu plus de pressing au milieu de terrain du Barça qui est en train de fatiguer, un gars qui va courir un peu plus partout. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais un peu qui va beaucoup plus dézonner, qui va apporter en seconde ligne. Donc, ouais, non, je pense que c'est parce qu'il sait qu'il y a de l'espace. Parce que tu mets Fratesi dans la première mi-temps avec le peu d'espace qu'il y avait et le gros pressing du Barça, ça aurait été un carnage, une insulte au football. En deuxième mi-temps, là, tu as un peu plus d'espace. Et en plus, je trouve que Çalhanoğlu, hier, il n'est pas trop dans son match. Il ne fait pas un mauvais match, mais il ne fait pas un bon match. Pour moi, il est vraiment neutre hier. Et j'ai plus l'impression qu'il a servi à boucher l'axe. Ça, il le fait très bien. Avec son placement, il empêchait de venir jouer dans l'axe. Mais en termes de jeu, il n'a pas apporté grand-chose. Donc, je pense qu'il s'est dit, je vais faire sortir celui des trois qui paraît le moins en forme. Barella peut jouer devant la défense comme il l'a fait contre City en cours de match, il avait très bien joué. Et ça a servi, parce que je trouve que l'entrée de Fratesi est bonne hier. Donc, ouais, je pense que c'est ça l'idée d'Inzaghi. Ah ouais, c'est clairement, et puis de toute façon, on en reparlera après du milieu de terrain qui était totalement insortable. Je pense qu'on savait tous que ce monsieur n'allait pas sortir. Un petit mot quand même sur la prestation du Barça. On en avait fait déjà un petit mot sur la performance du Bayern.
Euh, on avait dit quand on s'est qualifié contre le Bayern, on avait dit qu'on allait affronter la meilleure équipe d'Europe. On a vu le match entier, mais on a surtout vu les 45 premières minutes, Nico. Bon, bah là, je pense qu'on peut confirmer, on a clairement affronté la meilleure équipe d'Europe cette saison. Oui, clairement. Mais pour moi, surtout la première mi-temps, hein, mais la sensation que j'ai, c'est l'équipe en Europe qui nous a fait le plus mal sur les dernières années. J'ai beau repenser à tous les matchs, même la finale de Champions League contre City, on avait été moins mis en danger que le Barça de la première mi-temps. C'était un rouleau compresseur, c'était impressionnant. Donc, non, le match d'hier, l'équipe, je pense que n'importe quel supporter doit être content quand il voit une équipe comme le Barça jouer et il aimerait que son équipe joue comme ça. Moi, je suis très content de l'Inter de Inzaghi, mais si j'avais pas l'Inter d'Inzaghi, j'aimerais avoir le Barça de Flick parce que c'est beau à voir, tu vois. Et je comprends certains consultants, par exemple Nasri hier, il disait je veux que le Barça aille en finale. En tant que supporter de l'Inter, ça m'ennuie, puisque voilà, quoi, il y a le côté affectif. Mais en tant qu'amoureux du beau jeu et du football, euh, je comprends que tu veuilles que l'équipe qui se procure le plus d'occasions, qui a des gars qui puent le football, ben, je comprends que tu veuilles les voir aller plus loin. Et je préfère sortir, image touche du bois, ça n'arrive pas, j'espère qu'on gagnera au match retour. Mais si je dois me faire éliminer, je préfère être éliminé par ce Barça-là que par l'Atlético Madrid de la saison dernière, tu vois, ou si on avait été sorti par d'autres équipes. Le Barça, si on est sorti par eux, je me dirais, on est sorti par plus fort que nous et probablement plus fort que toutes les autres équipes d'Europe. Donc là, tu as le côté un peu hiérarchique qui se fait. Ça ne me dérangerait pas et ça me ferait mal au cœur parce que je veux que l'Inter aille le plus loin possible et gagne tous les trophées possibles. Mais voilà, la sensation que j'ai, c'est une sensation de que si j'étais un spectateur neutre hier, c'est un match incroyable. Et il a vu deux belles équipes avec des styles totalement différents. Et le gars qui réfléchit un peu plus que la moyenne, je veux dire, il ne peut pas dire par exemple que l'Inter, ça a été une équipe défensive et le Barça n'a fait qu'attaquer. Non, c'est deux oppositions de style. Les deux styles sont très beaux. J'accepte que certains préfèrent le style du Barça parce qu'on est dans l'ère du beau jeu, de ce que Guardiola a vraiment mis en avant. Et c'est pour ça que moi, le ressenti que j'ai du Barça, c'est une équipe, je trouve, magnifique et impressionnante. Mais d'ailleurs, le style sur les choses que tu as dit par rapport à Nasri qui disait qu'il voulait plus voir le Barça se qualifier et tout, même si la manière de moi, c'est plus la manière de le dire avec Oui, les tournures de phrases qui est problématique que le fond, que tu as envie que le Barça. Moi, j'ai vu des gens passer sur les réseaux te dire, bah, moi, j'aimerais bien que l'Inter passe, j'ai envie de la voir en finale face à ce PSG ou Arsenal, j'aimerais bien voir comment ça va se passer, si ça sort le Barça et tout. Il y a quand même pas une sympathie, mais une sorte d'admiration pour l'Inter d'Inzaghi. Là, je mets bien l'Inter à d'Inzaghi, où vraiment, je trouve que ce match-là, il y a un peu il y a une admiration de certains, et il y a un moment donné, des gens qui ont eu, et qui ont eu le déclic, qui se sont dit, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est ça l'Inter d'Inzaghi. Ah ouais, d'accord, on avait vu le Bayern, mais bon, avant c'était Benfica, Milan, Porto, si, ça, machin, l'Atlético, ouais, ils s'étaient tombés contre, entre guillemets, un faible Atlético, tu vois, il y avait toujours un peu ce mais, le Bayern a assis ce truc en disant on fait pas que battre Benfica et Porto ou le Milan de Pioli, il y a aussi le Bayern Munich qui était dans les favoris aussi à la Ligue des Champions à un moment donné, même au début de saison d'ailleurs, et même par la suite. Et là, t'as pas sorti le Barça, mais tu as sorti cette prestation contre le Barça à l'aller. Donc je pense aussi ça a, entre guillemets, renforcé une certaine admiration de certains et peut-être aussi un déclic d'autres où tu te dis, quand même, c'est pas juste une équipe qui est là, c'est pas Villarreal qui est venu battre le Bayern une fois et après ça s'est fait déchirer contre Liverpool en demi-finale. Tu vois, parce que j'avais vu ça, hein. Ils disent, oui, mais Villarreal aussi, ils étaient ils avaient sorti le Bayern et après contre Liverpool, ils se sont fait déchirer. Et quand tu vois ce match contre le Barça, je pense que les gens ils se disent, ah ouais,
évidemment, fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que la dynamique Villarreal à l'époque et la dynamique Inter, c'est l'opposé, c'est la distance entre le soleil et la lune. Mais, Ouais, mais je veux dire, les gens auraient pu se dire, ouais, c'est un coup contre le Barça, contre le Bayern, et ça va vite peut-être sortir contre le Barça. Alors, ça pouvait se dire pour des gens qui regardaient pas les matchs, tu vois. Mais quand tu vois la prestation d'hier soir, tu peux plus te dire ça, tu peux pas te dire, ouais, c'était un coup parce qu'à un moment donné, non, là, il n'y a pas de coup. Là, tu vois quand même un travail tactique, une préparation tactique, un conditionnement aussi mental des joueurs, parce que mentalement, mine de rien, on souligne la force mentale du Barça pour être revenu 3 fois, mais il faut quand même aussi souligner la force mentale du côté de l'Inter, Nico, pour être revenu en marquant le troisième but après en avoir encaissé ces deux à la suite. Parce qu'il y a pas mal d'équipes en Ligue des Champions, et on a les noms sur les dernières années, qui quand ils se sont fait remonter d'un seul but, ou quand petite ligne du scénario elle n'est pas dans leur sens, c'était écroulement total et on tire les rideaux, tu vois. Donc c'est aussi une chose, et c'est pour ça que moi je trouve, je sais pas ce que tu en penses, c'est une bonne chose à la fin qu'on ait eu ce parcours Bayern-Barça à la suite, et de toute façon en finale il y aura quand même une grosse équipe, qu'on la gagne, qu'on se fasse éliminer en demi, machin, qu'on fasse que finale, machin, on sera obligé de dire que cette Inter, dans les prochaines années, faudra la prendre en compte régulièrement. Et moi, c'était le but je pense que l'Inter doit atteindre et que, entre guillemets, personnellement, je voulais l'avoir atteint en allant de Michel, c'est de se dire, on est régulier dans ce genre de tour maintenant. Finale il y a 2 ans, demi-finale maintenant, on est des gens réguliers et on veut devenir des gens réguliers de cette partie de la compétition. ouais, oui. Déjà, allez, pour revenir sur les matchs, si tu prends du recul sur les matchs, peu importe les tournures, on n'a jamais été mené. Il n'y a pas une seule fois, 10 autant contre le minutes. et ni contre le Barça hier, même si dans le jeu on a été dominé dans certaines situations, on n'a jamais été mené au score. On a toujours, entre guillemets, eu cette maîtrise-là du score. Donc déjà, c'est un gros point. Ça te montre que malgré que tu sois moins dominant dans le jeu par rapport au championnat, en Champions League, on est moins dominant dans le jeu contre les grosses équipes. Au score, on est toujours dominant à ce niveau-là jusque maintenant, et j'espère que ce sera toujours la même chose au match retour. Pour, pour reparler des médias, moi je regarde beaucoup les gros journaux comme L'Équipe, j'écoute aussi RMC, j'essaie de regarder un peu les vidéos de beaucoup d'analystes du foot, et, euh, et je voyais un regard différent dans L'Équipe. Il y avait un gars qui disait, dans L'Équipe du soir, il disait ce match m'a renoué avec l'Inter. Où j'avais l'impression qu'avant ce match-là, on était juste vu comme une équipe qui vient mettre son but et qui défend et qui met le but, un peu comme l'image, un peu comme ce que les gens ont comme image de l'Inter de Mourinho. J'ai l'impression que pour eux, on n'a pas progressé en 15 ans. Et du coup, on a toujours cette image-là. Et j'ai l'impression qu'ils ne prenaient pas en compte notre capacité à s'adapter, parce qu'on est quand même, je trouve, une équipe hybride. On est capable de beaucoup attaquer, parce que si je ne me trompe pas, en championnat, on est la meilleure attaque. Meilleure En, attaque. en Champions League, jusqu'hier, je ne sais pas ce que c'en est aujourd'hui, mais avant le match, on était la meilleure défense. Donc, c'est que tu arrives quand même à t'adapter à la compétition. Euh, Concernant le parcours en Champions League, ben, pendant tout le premier championnat, on va dire, on n'a jamais eu l'équipe type, je pense, à part pour les 2 derniers matchs, et encore, ça a toujours tourné. On a été battre le Bayern, oui, sur un penalty, mais le Bayern, Arsenal, on marque d'un penalty, mais c'est l'équipe B. On a tout le temps fait tourner. On a rarement eu l'équipe A ou l'équipe au complet. Et, euh, et voilà, il y a un respect à avoir concernant l'Inter. Et je ne dis pas ça d'un côté affectif, mais tu regardes, c'est quand même une équipe qui tente de proposer du jeu. On n'a pas des moyens aussi élevés que les autres équipes qui sont en Champions League. Tu vas prendre le Barça, ils ont eu des problèmes financiers ces dernières années, mais tu vas prendre le PSG ou tu vas prendre Arsenal. Ils ont des budgets beaucoup plus élevés que les nôtres. Même le Barça, hein, même le Barça, Nico. Regarde
crois que c'est 50 ou 60 millions d'euros posés sur Dani Olmo. Le jour où on posera 50, 60 millions d'euros sur un milieu de terrain ou même un attaquant, je t'ai dit qu'on sort la bouteille de Championny et on sort 15 bouteilles de Championny, on les fait péter les 15 en même temps. Donc, tu Ouais, vois, même déjà en attaque, ça te parle de Jonathan David gratos cet été, ça t'essaye de faire des petits coups, Peter Suzic à 15 millions. Donc, voilà, déjà sur les mercatos, c'est plus limité. Ton équipe, tu l'as bâtie sur des mecs libres de 34, 35, 36 ans. Sur ces cas-là, même sur les. Je parle même pas de la masse salariale et le salaire absolument ahurissant de Lewandowski, par exemple, où limite c'est 2 fois le salaire de Lautaro que Lewandowski touche. Donc, même le Barça en difficulté économique est dans une autre galaxie. Et d'ailleurs, la Gazzetta l'avait montré, je crois que c'était pour les quarts de finale, où ils avaient montré les 8 équipes. Et donc, tu avais les 8, et puis tu avais l'Inter tout en bas, avec un écart, avec Aston Villa, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était un gros écart déjà avec Aston Villa. Aston Villa, hein. Et tu avais déjà un bon gros gap financier entre les deux sur les salaires, les revenus et tout ça. Donc, financièrement, on boxe pas du tout dans la même catégorie. Eux, ils sont sur le grand ring de boxe bien doré et tout. Nous, tu vois, on est sur le petit ring de boxe à côté financièrement. On essaye quand il y a une petite fuite d'eau, on essaye de la réparer manuellement avec les moyens du bord. Tu vois, financièrement, clairement, on n'est pas dans la même catégorie que les 3 autres clubs et de loin. ouais, clairement. Et bah, par exemple, nous, on n'a pas un effectif. Oui, tous nos postes sont doublés, mais ils ne sont pas doublés par de la qualité. On va jouer hier en ayant mis Thuram qui a plus joué depuis je ne sais pas combien de temps, Dumfries qui avait juste 30 minutes dans les jambes, et dès que tu as eu la blessure de Lautaro en fin de première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps tu as dû le faire sortir, tu as fait rentrer Taremi que tu as pris gratuitement et qui ne sait pas mettre un pied devant l'autre, et que comme tu n'as pas de moyens, tu ne sais pas corriger cette erreur de casting d'été dernier, tu ne sais pas le corriger cet hiver, là où par exemple le PSG, ils avaient déjà Barcola, Doué, Dembélé et tout ça, ils ont été chercher Guevara en plus cet hiver parce que il leur manquait quelque chose, tu vois. Donc nous, on ne peut pas se permettre ce genre de choses-là. Et le projet a été fait pour qu'il y ait des joueurs qui rentrent dans le schéma d'Inzaghi. Inzaghi sort sa baguette magique, on lui dit tiens, prends ce bout de bois-là, tu vas en faire un joueur de foot, c'est ce qu'il en fait. Et voilà, c'est ça que pour moi, il y a un respect à avoir à l'Inter d'Inzaghi par rapport aux moyens mis et au jeu proposé et aux résultats obtenus. Et pour en revenir au sujet de base, c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir des grands médias commencer à parler de l'Inter avec respect par rapport au match d'hier, alors qu'on n'a pas gagné. On a juste rivalisé avec ce qui est pour moi la meilleure équipe d'Europe, tu vois. Il y a le PSG qui s'en rapproche parce que je trouve le PSG très impressionnant aussi. Mais voilà, quoi, on a été impressionnant dans plein de domaines. Autant sur notre première mi-temps, on a quand même proposé certaines choses, même si on s'est fait ultra dominer. Et en deuxième mi-temps, on a montré qu'on n'était pas là pour se faire tabasser et qu'on avait de la qualité aussi, malgré qu'on n'ait pas beaucoup de moyens et qu'on ait eu quelques absences, même si le Barça a de grosses absences. Et d'ailleurs, les absences, les individualités, on va en parler tout de suite. Euh, on va faire un petit peu quand même de pêle-mêle, parce qu'on arrive quand même à la fin du podcast, et de toute façon, on aura le match retour qui va nous donner pas mal aussi d'indications sur la performance des joueurs. Le premier, on est obligé de l'évoquer, Nico, le Denzel Washington, Denzi, comme on l'appelle, revenu de blessure après un mois et demi, allez, un mois et une semaine, on va dire, après sa blessure. Il avait loupé, pour vous dire, il s'était blessé juste avant le début de la trêve internationale. La trêve internationale, c'était pas hier, donc c'est pour dire à quel point ça fait longtemps. Retour, 30 minutes contre la Roma, bon, impact immédiat, pas sur les stats, mais clairement, il y a eu le match avec et sans Dumfries déjà contre la Roma. Et là, le match, 2 passes décisives, un but pour Dumfries, une menace constante jusqu'à sa sortie. Franchement, c'est l'homme du match. Je pense qu'il va très certainement être élu aussi homme joueur de la semaine par rapport à la performance aussi de Vitinha contre Arsenal. Je pense quand même que celle de Dumfries est quand même bien au-dessus, sans manquer de respect.
c'est franchement, c'est vraiment le mot époustouflant qui ressort, Nico, où tu te dis quelle prestation. Oui, franchement. J'avais fait un tweet il y a, je sais plus, c'était il y a un ou 2 mois, où pour moi, cette saison, c'était la révélation Dumfries. C'est plus le même joueur, où les saisons dernières, on avait peur qu'il reçoive le ballon parce que il était bon que quand il était lancé. À l'arrêt, il avait toujours beaucoup de galères, il jouait beaucoup vers l'arrière, et très maladroit. Cette saison, c'est un autre joueur. C'est devenu, j'ai l'impression, déjà un leader sur le terrain. Tu le vois dans l'intensité, le caractère, l'énergie qu'il met, tout. Il a une présence comme un leader sur le terrain. Il n'arrête jamais. Ça a toujours été un soldat, mais ici, j'ai l'impression qu'il a franchi un cap. Et le match d'hier, c'est le résultat de toute sa progression. Et on parle d'un gars qui n'a pas de rythme. Il a juste 30 minutes contre Rome, mais c'est tout. C'est pas un gars qui est à 100%. Et il te sort le match d'hier contre l'équipe pour qui on fait des éloges depuis presque une heure, qui est pour beaucoup la meilleure équipe d'Europe. Il a sorti ce match et il est incroyable. Et c'est une révélation. Et je suis tellement content parce que c'est un gars, même moi, j'ai voulu son départ à un moment donné parce que j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à passer un cap. Il nous handicapait dans beaucoup de situations les saisons dernières où tu avais vraiment une grosse différence entre notre côté gauche avec Di Marco et notre côté droit avec Dumfries, où tu avais vraiment un côté créatif et l'autre, il y avait juste de l'impact physique. Mais cette saison-ci, Dumfries est pour moi meilleur que Di Marco, alors que Di Marco, je l'aime beaucoup, mais en termes, quand tu prends les saisons de nos deux latéraux, Dumfries, il fait une saison incroyable et on a ressenti ici, malgré que Darmian a essayé d'apporter ce qu'il pouvait, mais Darmian en phase offensive, il joue avec une charrette, il ne peut pas apporter grand-chose. Non, franchement, homme du match mérité, et même en dehors du fait qu'il soit sur les 3 buts, l'activité qu'il a eue pendant tout le match, le gars-là, il n'a pas ressenti la peur une seule fois. Comparé à d'autres, lui, il n'a pas ressenti la peur une seule fois. Ah ouais, prestation très solide, bon, son meilleur match de sa carrière, hein, vraiment, alors, parce que c'est la tête, on est clairement sur le meilleur match de sa carrière. Moi, petit chose qui peut m'embêter pour notre retour d'Alejandro Balde, donc menace offensive en plus sur le côté gauche, et surtout, le problème, c'est qu'Alejandro Balde, il a la vitesse pour lui. Donc Dumfries pourra plus, Dumfries va lutter avec un joueur aussi rapide que lui. Donc, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Bon, tu me diras, Koundé de l'autre côté sera pas là, mais bon, j'aurais préféré entre guillemets que Koundé soit là du côté droit et que Alejandro Balde ne soit pas là du côté gauche parce que ça nous aurait continué de donner l'avantage sur Dumfries. Mais il peut évidemment remporter le duel face à Alejandro Balde, mais il va falloir faire un peu plus de retour défensif, donc plus d'énergie dépensée. Pour un mec qui revient de blessure un mois et demi après, c'est pas l'idéal. Deuxième joueur qu'on est évidemment obligé d'évoquer, le premier buteur, le Ticus, qui revient, lui, pour son premier match du coup, après sa blessure. Donc lui aussi, qui n'était pas là lors des matchs catastrophiques, lors des 3 derniers matchs comme Denzel Dumfries. Première action, Nico, 30 secondes, le ton est donné, et que je te mets une talonnade directement sur un sort de Dumfries. Je connais pas beaucoup d'attaquants sur les dernières années qui l'auraient tenté. Juste tenté, mais je parle même pas du fait de la réussir. Déjà de la tenter. Et d'ailleurs, franchement, et moi j'avais vu aussi pour ne pas le citer encore une fois, Walid Acharchour qui en parlait. Et sur la talonnade, j'ai vu ça. J'ai vu du Karim Benzema. J'ai vu du but à la Benzema. Tu vois, j'ai vu un peu ça, même sur certaines remises où Thuram s'est affiné techniquement. On sent qu'il y a un peu la gestuelle, tu vois, un peu de Benzema. Et d'ailleurs, lui-même avait dit qu'il prenait modèle sur Benzema par rapport pour élargir sa palette de jeu. Et pareil, quand elle a fallu prendre la profondeur, il l'a pris. Et toujours aussi et on en avait déjà parlé au un podcast, c'est vraiment le QI-foot, Nico, de cette équipe où les joueurs progressent intellectuellement dans ce football. Il sait quand décrocher, il sait quand est-ce que c'est lui qui doit décrocher, il sait quand c'est lui qui doit prendre la profondeur, il sait quand la prendre, où se déplacer. Tout ça, toute cette combinaison de facteurs intellectuels qu'il arrive à prendre en compte sur le fait de savoir où il est sur le terrain, où sont ses coéquipiers, où est-ce qu'il doit se déplacer, qu'est-ce qu'il doit faire. Clairement, pareil, lui, il est revenu voilà,
à l'entraînement collectif lundi matin, je crois, si je ne me trompe pas. Normalement, c'était lundi matin ou mardi matin. Et directement, on a vu une équipe avec Essendon Dumfries et on a vu une équipe avec Essendon Thuram. Oui, clairement, c'est pour moi l'un des joueurs de l'équipe qui a d'influence sur notre jeu. Il est ultra important. Il commence à être de plus en plus complet. Quand tu prends le Thuram à son arrivée chez nous et le Thuram d'hier qui est aussi comme Dumfries pas à 100%, c'est encore des joueurs totalement différents. J'ai toujours aimé Thuram parce que c'est un style de joueur que j'aime beaucoup et au-delà de ça, même, je trouve que c'est quand même important, c'est l'homme et l'homme, je trouve qu'il dégage quelque chose de bon. Il se cache jamais. Hier, encore une fois, il n'est pas à 100%, mais c'est encore un des meilleurs sur le terrain. Il sait tout faire. Il sait jouer dos au but. Il sait faire remonter le ballon. Il sait se projeter. Il amène, je pense, une certaine pression sur les équipes adverses qui savent qu'il est un peu imprévisible. C'est pas Yamal, mais en termes d'imprévisibilité, tu sais pas s'il va venir prendre la profondeur, décrocher. Il a quand même un physique, il est quand même grand, tu vois, il a une présence. Donc, non, et je pense qu'il y a clairement une Inter avec et sans. Et il y a une stat qui est sortie il y a quelques jours, le nombre, je pense, de buts ou de points pris avec et sans Ah Thuram. oui, Et, terrifiant. et la différence, elle est flagrante, tu vois. Donc, je pense que Thuram est aussi important que Lautaro dans l'équipe. Et je pense même que le profil de Thuram est dans certains matchs plus important que Lautaro. Un match comme hier Mm. où tu te retrouves face à une équipe qui joue très haut, le profil de Thuram est pour moi encore plus important que Lautaro, même si Lautaro, c'est aussi un joueur d'une autre dimension qui a énormément progressé. Et c'est pas pour rien qu'on en parle à chaque fois dans le classement du Ballon d'Or ces dernières saisons. Mais attention, il faut respecter Thuram. C'est un gars très très important pour l'Inter. Il a progressé et il a un peu un délit de sale gueule à cause de ce qu'il fait en équipe de France, où ça se passe pas très bien, mais les connaisseurs, les observateurs du foot comprennent que c'est pas le même style de jeu, c'est pas le même schéma, il occupe pas la même position, il n'a pas le même rôle. Mais quand il est à l'Inter, quand tu le regardes jouer, je vois deux, trois petites personnes sur Twitter en parler en voulant dénigrer, en disant que c'est un joueur du système d'Inzaghi. Malheureusement, ce genre d'argument ne tient pas vraiment la route parce que pour être un joueur du système d'Inzaghi, tu dois être un joueur qui a du QI foot et, et une très bonne qualité technique. Thuram, il a réussi à s'insérer dedans. Ça prouve que c'est un gars avec énormément de qualité. Et au lieu de penser les choses en se disant c'est un gars du système d'Inzaghi, non, c'est Inzaghi qui a enfin réussi à utiliser les qualités de Thuram, comme Conte utilise les qualités de Lukaku. Chaque joueur, je pense, a un entraîneur qui arrive à percevoir ce potentiel et être capable de maximiser ses qualités. Inzaghi a totalement perçu que Thuram était important à son système de jeu. Il a compris comment utiliser Thuram. Il l'utilise. Thuram, lui, a compris le jeu d'Inzaghi. Ça matche bien entre les deux et ça donne le joueur que l'on a actuellement, quoi. Ouais, très bon. Et joueur au profil unique, Thuram. C'est le seul attaquant qui sait prendre la profondeur dans cette équipe et, euh, et d'où quand j'avais reposté l'analyse de Cédric Canales qu'on salue sur le fait que Marcus Thuram avait un profil unique et qu'il n'y avait personne pour le remplacer, et que pour moi c'est le profil prioritaire à prendre cet été. Jonathan David rentre dans cette capacité, mais évidemment c'est pas le seul joueur qui peut rentrer dans cette case, mais de toute façon on est obligé. Le joueur fameux un peu virtuose, technique, dribbleur, pour moi il doit arriver après, puisque de toute façon tu dois recruter deux attaquants cet été. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de tu trouves l'argent où il faut, mais il faut trouver deux attaquants cet été. Et après, on considère Karnotovic potentiellement en cinquième attaquant. Euh, un autre joueur aussi sur lequel on va devoir aussi s'attarder, c'est notre ami Henrik Mkhitaryan, qui encore nous a pondu un sacré match. Pareil, match, c'est pas le match des caméras, c'est pas le match entre guillemets le plus visible, Nico, mais quand Fratesi, de toute façon,
même on savait que c'était 60e, il y avait avoir des changements, mais quand Fratesi, on le voit rentrer, je sais pas qui de Çalhanoğlu, Barella allait sortir, mais c'était sûr que c'était pas Mkhitaryan. Je pense que si t'enlevais Mkhitaryan de ce match, c'était fini. Mais quand je te dis fini, c'était défaite. La fin du match, même cette fin de match, ces 30 dernières minutes, elles sont conditionnées. Tu coules pas et tu maintiens quand même tu maintiens encore un rapport de force avec le Barça pour moi, parce que Mkhitaryan encore sur le terrain, il te permet de ressortir ses ballons, te permet de couper ses trajectoires de passe, te permet de faire respirer le jeu, te permet d'obtenir aussi ces quelques fautes pas mal qui permettent de calmer un peu le rythme du match. Pareil, c'est un joueur qui n'était pas là contre la Roma. Le pressing était l'un des pires pressings que j'ai vu cette saison en Serie A du côté de l'Inter. À chaque fois, tu as réussi à être en retard au pressing, ce qui est phénoménalement, ce qui est phénoménal. Euh, voilà, encore un sacré match de Mkhitaryan et encore un match où quand Mkhitaryan va, l'Inter va. Oui, ben, il a une influence aussi importante au milieu de terrain, mais ça, on l'avait déjà dit que les trois au milieu de terrain, ils ont une énorme synergie. Et ben, hier, Mkhitaryan a été mis en avant. Bon, il a beaucoup souffert défensivement à cause de Yamal, mais il a été important dans les peu de fois on a réussi à se défaire du pressing en première mi-temps. Il a souvent été dans les bons coups. C'est un gars aussi que je pense doit commencer à ressentir déjà bon, le poids des années, mais l'enchaînement des matchs. Donc je pense pas qu'il joue actuellement à 100% parce que bon, c'est bien, le week-end dernier, il n'a pas joué contre Rome parce qu'il était suspendu, mais je pense pas qu'il est clairement à 100% à cause de l'enchaînement des matchs, parce que je pense que ça doit être l'un des joueurs les plus utilisés par Inzaghi, limite le plus utilisé. J'ai l'impression que Inzaghi a plus de facilité à se passer de Barella et Çalhanoğlu que Mkhitaryan, et il n'a pas osé même le mettre sur le banc quand Zielinski était là à 100%. Donc c'est quand même un gars où tu vois que Inzaghi a besoin de lui, il n'arrive pas à s'en passer. Et c'est parce que je pense que Mkhitaryan a bien compris aussi comment fonctionnait le système d'Inzaghi. Et après, on ne va pas refaire l'histoire, on sait bien que les entraîneurs italiens ont certaines frilosités au niveau de changement de tactique et de certains joueurs. Mais oui, c'est un joueur hyper important. Et hier, il fait une très bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, j'ai été déçu défensivement, mais c'est dur d'être déçu quand tu dois défendre sur Yamal. Mais deuxième mi-temps, Yamal d'ailleurs, hein. Il n'avait pas Yamal à défendre, il avait quand même un certain numéro 8 qui fait aussi la course pour le Ballon d'Or, qui était dans sa zone aussi, hein. Donc ouais, il avait et Yamal à défendre, et notre ami Pedri, et on peut aussi potentiellement dire, bon non, non, Olmo s'excentrait plus sur le côté gauche, donc c'était plus côté Barella, mais bon, il avait déjà Pedri et Yamal à gérer. C'était, ouais, ça va, c'était une opposition assez intéressante quoi, à gérer. ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que allez, l'attention est portée sur Yamal, mais Pedri, c'est aussi un joueur incroyable et magnifique à avoir joué, et tellement, tellement fort. Et ouais, quand tu te retrouves dans cette zone-là avec tous ces top joueurs, ouais, c'est très, très difficile de défendre. Donc non, il fait un très bon match et il fait partie des quelques joueurs qui sortent du lot hier. Un joueur très solide et ça va être intéressant de voir la gestion des prochaines semaines et puis de la fin de saison. D'ailleurs, Mkhitaryan avait envisagé une retraite. Spoil, il prendra pas sa retraite. Inzaghi le laissera jamais prendre sa retraite. Il sera toujours dans l'effectif la saison prochaine. Ne vous inquiétez pas. Comptez sur Mkhitaryan dans l'effectif. Inzaghi va vous le convaincre de rester une saison de plus. Mais par contre, oui, d'ailleurs, c'était une des prédictions que j'avais fait pour le début de saison. Pour moi, que Mkhitaryan allait rester titulaire à l'Inter devant Zielinski. Alors moi, j'attendais quand même une saison meilleure de Zielinski, mais connaissant Inzaghi, c'était sûr que Mkhitaryan allait rester. Mais par contre, il va falloir quand même que Zielinski, si c'est lui qui est censé prendre entre guillemets la relève de Mkhitaryan, il va falloir quand même monter d'intensité parce que déjà, il est clair. Et puis Dezio aussi, Mkhitaryan est en fin de contrat. Et, euh, et troisièmement aussi, on attend quand même quelque chose par Zielinski. Il va falloir augmenter parce on n'a pas non plus on n'a pas pris Petar Suzic quand même. On parle d'un joueur expérimenté qui techniquement est fiable, qui a aussi
cette intelligence. Donc, j'espère aussi que Zielinski va pouvoir prendre le lead. Écoute, Nico, pour le dernier petit joueur, je te laisse faire un petit dernier mot d'une minute pour le joueur du côté de l'Inter que tu as envie d'évoquer. Et ensuite, on fera notre petite preview pour terminer le podcast. Je vais pas être original, mais comme au dernier match, mon dernier joueur, ça avait été Sommer. Hier, encore une fois, sur beaucoup d'actions, même s'il prend 3 buts, je trouve qu'il fait encore un très très bon match. Il y a 2-3 fois, il peut rien sur les 3 buts. Hein. Franchement, il faut être honnête. Le premier, voilà. Le deuxième, c'est contre-pied et puis juste à côté. Et puis le troisième, il prend une mine de l'autre fou là qui explose la barre et qui tape derrière son dos. Donc clairement sur Sommer, il n'y a pas y a pas de reproche à lui faire. Et en sachant que je pense que tu vas l'évoquer, il y a des parades décisives tout au long du match. Oui, et même son jeu balle au pied, il est toujours très très propre. Il fait encore un match très rassurant. Il relance toujours bien et dans le tempo. Non, franchement, respect à lui. Et comme je l'avais dit la dernière fois, dommage qu'il arrive aussi vieux chez nous parce qu'il est incroyable. Ouais, dommage pour cela. Écoute, on va passer sur la preview de ce match contre il y a le Barça, mais déjà il y a quand même un certain match contre Hellas Vérone qui va bientôt arriver. Alors là, j'ai plus la composition de la Gazzetta. Je vais essayer de la retrouver en attendant. Nico, déjà, en attendant que je trouve la composition de la Gazzetta, enfin que les compositions probables que la Gazzetta avait sorties, qu'est-ce que tu attends de ce match contre Vérone et quelle composition d'équipe tu envoies? Je vais pas être original et je vais faire comme tout le monde. Je dirais une équipe B, mais je donne juste un peu de temps de jeu à Thuram et Dumfries pour dire de reprendre du rythme. Je mettrais franchement les 2 têtes. Au goal, je mets Martinez. En défense, je donne du temps de jeu à Bistek, De Vrij et Bastoni. Je mets Di Marco pour pouvoir mettre Augusto à 100% contre le Barça. Au milieu de terrain, je donne du temps de jeu à Fratesi, Asllani et je donne un peu de rythme Calhanoglu peut-être. suspendu d'ailleurs. Hein. Comment? Calhanoglu suspendu après les incidents de la Ah Courva, oui, tout ça. Donc ils ont bien choisi le bon match pour le suspendre d'ailleurs, parce que le reste c'est Lazio, Comme, Torino. Donc clairement c'est le bon match pour le suspendre. Et Inzaghi d'ailleurs suspendu, c'est Faris qui sera sur le banc. Donc Asllani, évidemment, d'autres gens le savaient avant, mais je pense que Asllani, Fratesi, je pense, vont devoir être titulaires parce qu'on ne peut pas garder Barella titulaire parce qu'il a enchaîné aussi pas mal de minutes. ouais. Donc, je mets déjà les deux là. Je mettrai même Zielinski. C'est risqué de faire autant de changements, mais bon, le championnat, très peu d'espoir. Et là, on est à un match de se retrouver en finale de la Champions League. Donc, ouais, je mets Zielinski, Fratesi, Asllani au milieu de terrain, quitte à faire rentrer Barella ou Mkhitaryan pour leur mettre un peu aussi de minutes dans les jambes, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'ils en ont des tonnes de minutes cette saison. Et du coup, à gauche, ouais, comme j'ai dit, Di Marco, à droite, Dumfries. Et en attaque, je donne une mi-temps à Thuram pour lui donner un peu de rythme, mais pas faut pas risquer la blessure. Et je fais tourner entre Arnautovic et Taremi pour que les deux aussi aient du temps de jeu dans les jambes. De toute façon, parce que je pense que Lautaro ne sera pas là au match retour et j'ai vu que Pavard était aussi tout juste. Sur la composition que la Gazzetta affiche, alors là c'est le lendemain, hein. Je ne pense pas qu'ils ont encore ils n'ont pas encore les infos, donc je pense que ça va bouger. Il faudra voir d'ici vendredi soir comment ça peut évoluer. Est-ce que la Sky aussi peut dire? Généralement la Sky se trompe généralement moins que la Gazzetta sur les compositions d'équipe. Qu'est-ce que tu en penses sur cette compo probable? C'est cohérent. Après, à voir, comme tu dis, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Mais ça a l'air, c'est dans la logique d'Inzaghi, quoi. Ouais, clairement, de toute façon, les seuls que j'enlèverais potentiellement, c'est Bastoni, même s'il n'a pas joué contre la Roma. Et, moi, je mets quand même Di Marco titulaire parce que pour moi, Carlos Augusto, je le mettrais titulaire au match retour. Donc, Ouais. j'enverrai un Carlos Augusto. Et quitte après à faire rentrer Zalewski en cours de match, d'ailleurs. Mais bon,
franchement, tu disais par rapport à Zielinski, c'est risqué, Fratesi, Zielinski. Bon, de toute façon, Fratesi Aslani, il l'a tenté une fois, Inzaghi s'est fait prendre par transition. Je sais plus c'était quel match, mais il avait tenté les deux à un moment donné, il les a plus jamais remis à cause de ça. À un moment donné, tu joues les Las Véron à domicile, si t'es pas capable de gagner, soit avec ton équipe ou l'équipe que propose Takatita, va peut-être falloir commencer à se remettre en cause et se dire que faut arrêter de jouer le championnat. Donc, Oui. c'est clairement, ça, c'est des matchs. C'est bon, finalement, j'ai pas eu le temps de préparer ça, mais si j'y avais pensé, je serais bien allé regarder les compositions de la Juve quand ils ont fait finale en 2015, en 2017, et les matchs, voilà, entre demi-finale de Ligue des Champions. J'aimerais bien voir les équipes qu'ils ont envoyées. Je pense que c'était pas clairement pas des équipes A, donc si dans ce genre de match, je pense que tu peux te permettre de faire tourner. Euh, et dernier mot du coup pour conclure ce podcast, Nico. Match retour contre le FC Barcelone. Donc Lewandowski, j'ai un doute s'il sera revenu, pas sûr. Baldé sera là, Koundé ne sera pas là. Côté Inter, Lautaro du coup, ce sera pas là. Pavard, ce sera très très juste, mais il faut voir. Sinon, pour le moment, et on dit bien pour le moment, pas de blessés. Qu'est-ce que tu attends du match retour, entre guillemets, au-delà du coup de la victoire ou de la qualification? Quel type de match quel type de match tu vois? Et aussi, mine de rien, qu'il y avait une capsule qui était passée là-dessus. Euh, à quel point le Meazza peut influer sur la qualification de l'Inter pour toi? En termes de, je pense, d'énergie qu'ils peuvent transmettre à l'équipe. On l'a vu au match retour contre le Bayern, si je ne me trompe pas, on était aussi à domicile. Euh, L'équipe a une force supplémentaire. Donc je pense ouais, que ça peut transcender les joueurs. Ça peut peut-être impressionner certains joueurs du Barça. C'est clairement un avantage. En plus, on joue Vérone à domicile, donc on reste à Milan et après ensuite on reçoit le Barça à domicile, alors que le Barça va ce week-end à Valladolid et se déplace chez nous. Donc on a déjà un peu cet avantage en termes de repos, même si ça joue sur très peu de temps, mais c'est des détails qui comptent. Ouais, c'est un avantage d'être à domicile avec le public. Et comme je te dis, ça peut transcender l'équipe. Et sur le scénario que tu attends, est-ce que tu penses que le Barça va considérer ce match aller comme entre guillemets, comme s'il n'avait pas eu lieu, du coup, ça attaque directement fort dès le début du match, ou est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être un petit peu plus euh, pas d'attentisme, mais de prudence de la part de l'une, l'autre ou les deux équipes? Je pense que tu auras peut-être en début de match, je peux me tromper, mais un peu moins d'intensité parce que tu n'as plus de match pour te rattraper là si tu fais des erreurs. Mais je pense qu'on sera dans la même configuration parce que le Barça, c'est son style de jeu d'attaquer. Flick l'a déjà dit, lui, il préfère gagner 4-3 que 1-0. Donc, il s'en fout d'encaisser des buts. Leur but, c'est d'en mettre le plus possible. Et nous, l'Inter, comme je disais tout à l'heure, on est un peu une équipe hybride, mais contre les grosses équipes, on a plus ou moins le même système de jeu avec des constructions de jeu très basses, un peu pour aspirer et partir avec beaucoup de dédoublements et de joueurs qui dézonent. Donc en termes de philosophie de jeu, je pense que ça va prendre le même rythme que le match aller, mais avec un peu moins d'intensité. Ce qui peut avoir une influence, oui, c'est le retour par exemple de Baldé, qui est un joueur qui est très très percutant, très explosif en arrière latéral. Donc tu auras un danger supplémentaire côté gauche. Et je ne sais pas dans quel état sera Lewandowski, parce que s'il est sur le terrain, ça va faire mal. Et nous, on perd quand même Lautaro, qui est quand même un joueur important. Et ce qui fait encore plus mal dans la blessure de Lautaro, c'est que tu n'as personne qui a un minimum de qualité pour le remplacer. Donc là, ça peut faire mal. Donc c'est un peu ça peut être le même. Je dis un peu des choses banales, mais ça peut être le même match qu'on vient de voir hier, comme ça peut être un match totalement différent parce que tu as des individualités différentes à voir. C'est difficilement prévisible. De toute façon, peu importe le match, tant qu'on se qualifie, quoi.
Mm. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ouais, comme on a dit, Lewandowski est très incertain pour le match retour. Déjà, je crois qu'il ne jouera pas ce week-end, donc il sera très incertain. Il faudra voir un peu comment ça va évoluer. Le seul qui est certain de ne pas être là, c'est Koundé, retour de Baldé, comme on a dit. Le seul qui est certain pour le moment d'être pas là aussi au retour, c'est Lautaro Martinez. Un petit peu dommage d'ailleurs, parce que mine de rien, il avait fait ses performances contre le Bayern. J'aurais bien aimé aussi qu'il marque un but, mais qui marque aussi de son empreinte ce match contre le Barça, ce qui aurait été encore plus haut. Surtout que le Barça, mine de rien, ça lui réussissait plutôt pas mal sur les dernières années. Donc, malheureusement, on ne l'aura pas au match retour. Eh ben écoute, Nico, je pense qu'on a été complet sur ce match aller. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer contre l'Hellas Vérone ce samedi 20h45, pendant que le FC Barcelone prendra l'avion et se rendra à Valladolid pour aller disputer un match de Liga. Euh, Si je me trompe pas, le Barça a 4 points d'avance sur les Real Madrid, donc ils ne peuvent pas non plus se permettre de jeter le match, même si là, ça sent l'équipe B, hein, bien B, peut-être B prime, peut-être même C. Je pense que vous attendez pas à voir beaucoup de titulaires contre le Real Valladolid, mais il y a quand même une Liga à gagner, il y a quand même une Liga sécurisée, donc voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de points d'avance, donc ça peut jouer entre guillemets en notre faveur s'il y a des titulaires, si le Real Valladolid prend l'avantage à domicile ou contrecarre un peu les plans du Barça, peut-être que des titulaires du Barça rentreront plutôt que prévu, et après, match retour mardi soir, 21h, en attendant après que le lendemain, la conclusion du PSG Arsenal. Merci Nico pour le podcast. Merci à toi. Et nous, eh ben, on va se retrouver prochainement, très certainement la semaine prochaine, pour débriefer cette demi-finale retour, en espérant une qualification en finale pour l'Inter. Et peu importe la manière. C'était plus ça que je voulais dire. À ce niveau-là, même un 1-0 penalty et 89 minutes de bloc bas, on prend aussi. Et je pense que ça, ça sera pas mal. Petit mot aussi pour finir, Nico, vu que on en avait déjà parlé, je crois, après le Bayern, vu qu'on n'était pas en bonne position pour en parler. Le vainqueur de la Ligue des Champions se trouve dans cette partie du tableau, Barça ou Inter. Celui qui gagne le match gagne la Ligue des Champions pour toi? Je sais pas. C'est très compliqué parce que à voir comment ça va se passer pour le match de PSG Arsenal, mais j'ai été impressionné par le PSG aussi cette saison, surtout contre Liverpool, où je t'ai dit tout à l'heure, si j'ai vu un rouleau compresseur. Donc, à voir, mais je pense que peu importe les équipes qui iront en finale, on sera sur des niveaux très très équilibrés malgré des styles de jeu très différents. Donc, franchement, ça c'est une très très bonne question. Écoute, je m'étais déjà mouillé un peu après qu'on avait fait le retour avec Fede et Lorenzo sur ça. Moi, je pense que oui. Je pense que le vainqueur de ce match gagnera la Ligue des Champions parce que ce soit sur le Barça, le niveau qu'ils affichent, et même du côté de l'Inter, après, évidemment, tout peut se passer sur un match, mais je pense quand même que on a potentiellement sur cette partie de tableau le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Et du coup, pour les abonnés, pour les auditeurs, rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à tous!